Des chanteuses, des danseuses, une serveuse, des peintres, des peintures, des moulins, des marches et encore des marches. Dans la balade du prof aujourd'hui. Bienvenue à Paris, je vous emmène aujourd'hui dans le 18e arrondissement de la capitale, l'un des quartiers les plus bohèmes de Paris. Dans cette première partie consacrée à Montmartre, nous verrons ensemble comment ce quartier est né et pourquoi est-ce qu'il a toujours et tant fasciné. Notre balade commence à la station Lamarque-Caulaincourt, où nous pourrons déjà apercevoir les anciens cabarets du quartier. Nous longerons l'avenue Junot, où apparaîtront les premières marches, les premiers squares tranquilles et les petites ruelles. Montmartre, c'est autant de chemins pour y arriver que de manières de visiter. Si vous cherchez un coin pas trop envahi par les touristes, j'ai la rue qu'il vous faut. La Villa Léandre. Pavée et entièrement piétonne, elle est bordée de belles maisons de style anglo-saxon. Cette impasse a vraiment le mérite de surprendre. Elle a été construite au début du XXe siècle. Cette petite impasse, avec sa dizaine de maisons de chaque côté, accueille aujourd'hui un mélange assez étonnant d'habitants. De nombreuses célébrités françaises du cinéma, ainsi que des Parisiens d'origine plus modeste qui auraient hérité de leur logement. La rue serait aujourd'hui la plus chère du quartier. Ironique, quand on sait que Montmartre était autrefois un bidonville, où venaient se réfugier les Parisiens qui ne pouvaient plus vivre au centre de Paris à cause des loyers. C'était également le refuge de voleurs, de criminels, bref, un endroit pas vraiment agréable pour les promenades. Au XIXe siècle, la classe ouvrière parisienne et les artistes affamés se sont rués dans le quartier pour profiter des logements bon marché et du vin tout aussi peu cher. Montmartre est devenu ainsi la cour de récréation de Paris avec ses cabarets animés et ses clubs de danse. Mais au fil du temps, une réelle communauté de villages s'est créée. Et encore aujourd'hui, cette sensation de traverser un village est encore intacte. D'ailleurs, encore aujourd'hui, les vrais Montmartrois aiment dire que, ici, ce n'est vraiment pas Paris. Mais cette urbanité pauvre aux allures de petits villages de campagne, symbole du passage de la période rurale, avec ses moulins et ses vignes, au Montmartre de la modernité du XXe siècle, où les cabanes ont été remplacées par des hôtels particuliers de style art déco, et le village le plus pauvre de Paris devient une avenue pour artistes fortunés. Plus aucune trace aujourd'hui de cet ancien maquis qui a sans doute contribué à l'image bohème de Montmartre. Quittons maintenant la Villa Léandre pour nous diriger vers la rue Simon d'Horreur, une impasse qui nous mène tout droit à l'allée des Brouillards. Cette étroite allée romantique est empruntée chaque jour par les promeneurs amoureux de Montmartre, en quête d'un air de la butte d'autrefois, rural et pittoresque. Au XIIe siècle, à cet emplacement se tenaient une ferme et un moulin, dit des Brouillards. Cette appellation provient des vapeurs d'eau émanant de nombreuses sources de ce petit plateau qui, au contact de l'air frais, formait un manteau de brume dans le paysage. Nous voici sur la place Dalida, la chanteuse franco-italienne. La ville de Paris lui a consacré une place ainsi qu'un buste où peuvent venir se recueillir ses admirateurs. La chanteuse, véritable amoureuse du quartier, y a vécu et est enterrée au cimetière de Montmartre. Empruntons maintenant la rue de l'Abreuvoir. Autrefois, la rue menait vers l'Abreuvoir de Montmartre, qui était alimentée par une source jaillissant sur les flancs de la colline. Les bêtes venaient s'y désaltérer. La rue de l'Abreuvoir, malgré la destruction d'une partie des vieilles maisons villageoises, reste une des plus pittoresques de la butte.
La petite rue a résisté et a gardé son nom alors que l'abreuvoir et la fontaine ont tous deux disparu. Presque toutes les autres maisons sont répertoriées par le plan de protection du patrimoine urbain. Une partie du charme de cette rue tient à son tracé sinueux, celui de l'ancien chemin de terre, parcouru par les petits troupeaux. Au numéro 6 de la rue, une vieille maison de l'ancien village avec son jardin totalement préservé. C'est au numéro 4 que l'on peut voir une grande villa régionaliste. C'est ici qu'habitait le commandant Henri Lachoucque, historien passionné de Napoléon Ier et de la Grande Armée. On peut y voir un cadran solaire, peut-être en référence au soleil d'Austerlitz. Le coq s'adresse à la cloche voisine du Sacré-Cœur pour la prévenir qu'à son signal, il chantera. Impossible de ne pas remarquer cette jolie maisonnette. Cette petite bâtisse possède tout ce qu'il faut pour attirer les regards. Comme souvent à Montmartre, la notoriété de cette bâtisse nous vient non seulement de son apparence pittoresque, mais aussi de la présence de nombreux artistes dans ce quartier, cœur de l'activité artistique au tournant du XXe siècle. C'est ainsi que grâce à une toile de Maurice Utrillo, la petite maison rose, datant probablement des années 1900, que le monde s'est pour la première fois intéressé à la bâtisse. Continuons maintenant sur la rue des Saules, où nous allons découvrir le souvenir de l'ancienne tradition viticole d'Île-de-France. Les vignes qui poussent à l'angle de la rue des Saules et de la rue Saint-Vincent font la fierté du village de Montmartre. La vigne est amoureusement entretenue tout au long de l'année par les agents des espaces verts de la ville de Paris. La vigne de Montmartre, dont le cru se nomme le Clos Montmartre, est la propriété de la ville de Paris. Chaque année, le Clos Montmartre fournit environ 500 litres soigneusement élaborés selon les méthodes traditionnelles. Tous les ans, le deuxième week-end d'octobre, la fête des vendanges bat son plein à Montmartre. La fin du XIXe siècle marque l'éclosion des grands cabarets qui furent la réputation de Montmartre. Le Chat Noir, le Divan japonais, le Moulin Rouge. Parmi ces célèbres cabarets se trouve celui du Lapin Agile, foyer de la bohème montmartroise jusqu'en 1914. Dorgelès, Carcot, Courteline, Clémenceau, Picasso, Renoir, Utrillo, Van Gogh et tant d'autres participaient aux soirées animées par l'incontournable Père Frédé. Aujourd'hui, le cabaret du Lapin Agile est le seul qui perpétue encore la tradition de la butte. Visiteurs et chanteurs entonnent en chœur les refrains des chansons célèbres. L'enseigne du cabaret est toujours visible et constitue l'un des symboles de Montmartre. Sa silhouette émerge, elle est reconnaissable entre toutes et dans le monde entier. Il s'agit de la basilique du Sacré-Cœur. La construction de la basilique a été une véritable aventure, et cela dès 1873. Financée par 10 millions de donateurs, elle aura nécessité pas moins de 44 années de travaux et 7 architectes successifs. La butte de Montmartre a été choisie pour le Sacré-Cœur car il fallait un lieu qui domine Paris. Il a fallu creuser, beaucoup creuser en dessous de la basilique, 83 puits de 33 mètres, afin de construire les piliers qui vont soutenir l'ensemble de la basilique sur la butte. Les travaux des sous-sols ont pratiquement absorbé l'ensemble du budget pour la construction. Maintenant, remarquez la blancheur immaculée de cette basilique. Cette blancheur est en réalité une substance sécrétée par la pierre de la basilique, après la pluie, et cela
malgré la pollution du quartier. Avançons-nous vers la place du Tertre, célèbre place dans le monde entier pour ses artistes peintres, ses portraitistes et ses terrasses. La place principale de l'ancien village de Montmartre est un lieu de flânerie par excellence, où se pressent d'habitude chaque jour des milliers de touristes. Cette ancienne place publique, ouverte en 1635, a été fréquentée de la fin du XVIIIe siècle au début de la Première Guerre mondiale, par toute la bohème montmartroise. Des peintres, des chansonniers et des poètes. D'habitude, de nombreux peintres et croqueurs de portraits minutes accueillent tout au long de l'année les visiteurs au centre de la place entouré de cafés et de restaurants. Ce carré aux artistes est divisé en 149 emplacements de 1 mètre carré chacun et permet à 2 artistes de se relayer toute la journée. À Montmartre, ce sont également ces artistes qui assurent le spectacle. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette balade du prof. C'était la première partie de notre balade à Montmartre. La prochaine vidéo de Montmartre, c'est pour très bientôt. En attendant, soyez heureux et parlez français. Pour retrouver la prochaine partie de cette balade du prof à Montmartre, n'hésitez pas à souscrire à la chaîne YouTube, à rejoindre la communauté French for Everyone sur Facebook et Instagram. N'hésitez pas non plus à mettre en commentaire les endroits de Paris que vous voudriez visiter avec moi. Et à bientôt pour une prochaine vidéo.